Salut, c'est Pierre Amiche. Aujourd'hui dans Rugby Brut, j'ai le privilège de recevoir une grande dame de l'équipe de France de rugby à 7. Depuis plus de 10 ans, quasiment 15 en fait, elle a tout connu avec les Bleus. Les galères et les branlées, puis les petits succès, et enfin les grands frissons, avec une épopée olympique et une médaille. Camille Grassino, argentée à Tokyo, vice-championne du monde, fait partie des références à son poste. Un parcours sidérant pour ce petit bout de femme qui, du haut de son mètre 65, a écœuré une partie de la planète de rugby à 7. Une vie bien loin de son Périgord natal, là où elle puise encore son énergie et son amour de la vie sauvage. Voici Camille Grassino, la force de la nature. Bonne écoute à tous. Et pour ce nouvel épisode de Rugby Brut, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Grassino. Salut Camille. Salut. Est-ce que tu es anxieuse un petit peu à l'idée de revenir en long, en large et en travers sur ta carrière, ta vie, ton œuvre, tout ce que tu as accompli? Bah non, pas du tout. Ça va permettre justement de voir d'où je suis partie au final, parce que c'est vrai qu'on est tellement tout le temps en mouvement et encore dans la compétition que des fois, on ne prend pas le temps de simplement d'y revenir. Donc, c'est l'occasion. Alors, on va commencer par le commencement avec ton enfance, celle qui va se dérouler sur des terres de rugby. Tu vas grandir à Belvès, pas très loin de Sarlat, une grosse demi-heure de route dans le Périgord noir. C'est une ville d'environ 1300 habitants qui fait partie des plus beaux villages de France. Donc, le cadre est quand même ultra tranquille et enfin, magnifique, quoi, tout simplement. Ça ressemble à quoi ton enfance? Alors, mon enfance, moi déjà, je suis née vraiment dans la campagne. Ma maison, donc effectivement, Balvais, c'était pour moi la ville à l'époque parce que Mhm. c'était là où il y avait mon collège, mais on habitait à 12 kilomètres de là et on n'habitait même pas dans le bourg du village. Donc, mon enfance, c'était une enfance sauvage un peu, c'était un peu ça. Je passais mes journées dans le poulailler, dans les champs, dans la forêt. C'était un peu, voilà, c'était un peu libre du coup. Donc ça, j'en garde vraiment des super souvenirs par rapport à tout ça. Après, effectivement, on était un peu loin de tout. Mais je pense que c'est ce qui fait que je suis aussi ce que je suis actuellement, un peu hyperactive, etc. J'ai toujours aimé bouger et je pense que quand on est dans un cadre pareil, forcément, ça donne envie de bouger, quoi. Un côté aventurière et un peu aventureuse, puisque je crois qu'une de tes premières bêtises, c'est que tu sautes dans la piscine alors que tu sais pas nager. Comment tu sais ça, toi? Ouais, j'avais pas peur de grand-chose. Bah, je pense que c'est souvent le cas quand on est enfant, mais ouais, j'ai le premier cours de natation, effectivement, où le professeur, le maître nageur me dit d'aller dans l'eau. Donc moi, je prends mon élan et je saute dans l'eau, dans un bassin de 50 mètres. Voilà, je ne savais pas nager. Il m'avait simplement dit de rentrer dans l'eau. Moi, j'avais envie de prendre mon élan et puis en fait, ben, je ne savais pas nager, donc j'ai coulé. Il a essayé de me tendre la perche, j'ai pas réussi à la rattraper. Donc il a fini par sauter en slip, en t-shirt. Voilà, le premier cours avec tous les parents qui nous regardaient au loin sur la colline. Je pense que ma mère a dû se dire ça va être long les cours. Ouais, puis elle a dû avoir un petit coup au cœur quand même. Quand Oui, c'est elle t'a pas possible. vu remonter tout de suite, elle s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? C'est Euh, ça. Petite, tu as donc ton lapin rose, quelques BD d'Astérix, pas mal de sports. Autour de toi, il y a ton père, ton frère, il y a même ton grand-père. Ils ont tous joué au rugby. Mais toi, tu rêves plutôt d'athlétisme quand t'es gamine. Oui, c'est vrai que j'aimais beaucoup regarder l'athlétisme. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours aimé courir. Je me rappelle, voilà, regarder les championnats du monde. Alors, j'y connaissais absolument rien, mais enfin, j'aimais l'effervescence et puis j'ai toujours été très à fond derrière la France, donc très nationaliste déjà. Euh, mais, euh, mais oui, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Au collège, il y a eu le cross des collèges. C'est quelque chose, j'avais demandé à mes parents de pouvoir aller en club, mais effectivement, on était vraiment très très loin de tout. Et en fait, il fallait aller jusqu'à Sarlat qui était à 50 kilomètres ou Bergerac qui était à 50 kilomètres, donc c'était très complexe. Du coup, moi, ce qui m'a permis vraiment d'accéder à ces envies-là, ça a été l'UNSS, en fait, ça a été le sport scolaire. En sachant qu'après en primaire, etc., par exemple à Molière, c'est vrai qu'entre midi et deux, on sortait les cages de foot sur la place du village et on allait faire du foot. Donc j'ai toujours aimé faire du sport, quoi qu'il en soit. Mais effectivement, l'UNSS m'a permis de toucher à tout et très rapidement, et surtout du collège au lycée, quoi. C'est une question très banale, mais vu là où tu as grandi, avec la présence de tes cousins, les barbecues, les très bons souvenirs, est-ce que tu es attaché encore aujourd'hui à tes racines périgourdines? Oui, complètement. C'est vrai que ben, là-bas, c'est chez moi. C'est tout simplement là où j'ai grandi et j'aime beaucoup y revenir. C'est vrai que c'est un endroit qui est très, très paisible. Voilà, c'est loin de l'effervescence des grosses villes et ça j'aime beaucoup. Il y a ce côté encore très traditionnel, voilà, que ce soit au niveau de la nourriture, de plein de choses.
c'est un département qui est très riche aussi en histoire. J'aime beaucoup l'histoire et enfin, il y a plein de choses à faire. Donc Ah oui, bah, j'aime bien. Et puis, comme tu l'as dit, il y a pas mal de ma famille qui est restée là-bas aussi. Donc quand j'y retourne, c'est toujours des bons moments. pour revenir un peu plus au rugby, c'est un fil conducteur de ta vie puisque les hommes de ta famille pratiquent le rugby. À 18 ans, tu vas donc quitter ce cadre idyllique et une certaine forme d'insouciance, j'imagine, pour Bordeaux. C'est qu'il y a 2 heures de route, mais j'ai l'impression que c'est un autre monde que tu vas découvrir quand même. Oui, clairement, bah, c'est vrai que là, je commençais vraiment à sortir de ma campagne pour aller jusqu'à la fac, du coup. Donc là, ça a été un peu, on a tourné la page de quelque chose. Très rapidement, bah, en fait, donc j'ai démarré l'athlétisme là-bas. Euh, et j'ai démarré en même temps en fait le rugby. Donc ça, c'était ma première année de faculté. Donc j'étais en STAPS sur Bordeaux. Donc c'est vrai que tout de suite, en fait, je connaissais personne. Donc en fait, je pense que c'était aussi vecteur de fait de rencontrer d'autres gens. Donc il y a ce côté-là qui a fait aussi que j'ai rencontré des gens très rapidement et ça m'a permis d'avoir un réseau social tout simplement très sympa très rapidement. Et donc après, j'avais toujours la filière très sport et compétitrice aussi. Donc à clé rugby et STAPS, donc ça faisait des semaines très chargées en sport, mais c'est ce que j'avais envie, c'est ce que j'aimais, donc c'était plutôt cool. Tu parles de faire du lien social, de créer un peu ton réseau. Pour ça, tu vas te retrouver assez rapidement au Bec, qui a quand même une réputation de grosse fêtarde. Tu t'y retrouves dans atmosphère, cette ambiance-là de rugby copain, copine? Alors oui, bah, je m'y retrouve complètement. Alors, il faut savoir que comme j'ai débuté le rugby sur le tard, bah, en fait, je me suis pas dit que j'allais faire une carrière là-dedans, en fait. Donc, en fait, c'était juste, bah, c'était trop chouette. J'ai rencontré des copines. Il y avait des déplacements, on jouait ensemble. Après, il y avait les soirées. Enfin, c'était vraiment, en plus, c'est un club omnisport. Donc, en fait, il y avait, bah, je faisais la clé, en fait, et le rugby dans le même club. Donc, ça, c'était génial. Et donc, ce fameux clubhouse, bah, on a fait des soirées, que ce soit avec la clé, avec le rugby, etc. Et tout ça, en fait, était à côté. Donc, j'avais la fac de STAPS. Juste à côté, j'avais le stade de rugby, juste à côté, j'avais le stade d'athlé. Donc en fait, moi, je passais mes semaines sur le domaine universitaire à aller d'un stade à l'autre. Et ça, c'était vraiment super chouette. Et effectivement, les soirées bec sont très réputées et c'est normal. Elles ont même fini par être arrêtées à un moment donné parce que c'était trop réputé, qu'il y avait toutes les facs du domaine universitaire qui venaient. Et en fait, il y avait trop de monde et donc ils ont fini, il y avait trop de problèmes en fait au bout d'un moment. Ils ont fini par les arrêter. Puis là, j'ai appris qu'ils les ont repris, mais dans un certain cadre. Donc, je Oui. pense que ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant, mais voilà, ça laisse de très bons souvenirs. J'ai le souvenir très personnel d'avoir organisé des soirées à Saint-Maur quand j'étais à la VG à Saint-Maur en Fédéral 2. Et c'était les juniors qui organisaient les soirées. C'était hallucinant, quoi. Il y avait 1000 personnes, c'était complètement con. C'était très drôle, mais totalement. On contournait toutes les règles de sécurité. Aujourd'hui, je pense qu'on finirait en tôle, quoi. Voilà, Ouais, c'est pour ça. n'importe quoi. Euh, c'est là, à Bordeaux, que tu vas aussi te révéler vraiment aux yeux des recruteurs et des sélectionneurs en rugby. Avant de parler de tes performances, qu'est-ce que tu retrouves dans ce sport qui fait que tu vas accrocher tout de suite? Parce que j'en parlais, il y a l'habitude presque traditionnelle et familiale, locale, c'est très ancré dans le Périgord. Le rugby, c'est le sport roi, je pense qu'on peut le dire comme ça. Mais pour autant, toi, tu n'avais jamais pratiqué. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, t'accroches vraiment? Alors, j'en avais pratiqué une fois au collège où il y avait eu un stage. Il y avait eu un stage qui était proposé, donc c'était vraiment la première fois. Et donc ça, c'était à Belvès. Mais ça, j'étais très jeune, quoi. C'était une espèce de stage. Donc, je sais pas, j'ai toujours eu envie. Je pense que le fait qu'il y ait le ballon de rugby aussi dans le jardin, mon frère y jouait. Donc en fait, même si j'ai jamais vraiment jouer dans un club, etc., je pense que ça a toujours été un peu dans mon environnement. Quand j'étais toute petite, ben, quand mon père jouait, ben, en fait, je venais au stade, donc je regardais pas le match parce que j'y connaissais rien, mais moi j'allais jouer avec les copains et les copines. Et en fait, j'ai toujours baigné un petit peu dans ce monde-là, mais sans jamais me dire, vas-y, moi aussi je vais faire ça, quoi. Enfin, voilà, c'était dans mon environnement, c'était comme ça. Ben, voilà, les dimanches, mon grand-père qui écoutait les matchs à la radio, enfin, il y a eu toujours un peu ça, le midi olympique toujours qui traînait, le journal, etc. Voilà, après, comme tu l'as dit, il y avait mes cousins qui jouaient, enfin mon oncle, enfin, c'est vrai que c'est très familial, clairement. Euh, je me suis perdue, c'était quoi le début de ta question du coup? C'était qu'est-ce qui fait que tu accroches Ah sur ouais. l'aspect rugby? Est-ce que c'est parce que il y a
comme tu l'évoques, hein, les leviers, l'enfance. Je pense qu'on ressemble tous un peu à l'enfant qu'on a été. Mais il y a aussi, j'imagine, le côté sportif, quoi. Tu Ouais. pratiques beaucoup de sports. Donc, qu'est-ce qui fait que le rugby plus qu'un autre truc? Ben, il y a le côté déjà humain, comme j'ai dit au début, qui m'a beaucoup accroché parce qu'en fait, je connaissais personne. En fait, tout de suite, il y avait une ambiance que j'ai aimée. Et puis après, sportivement, c'était quelque chose qui, au final, collait beaucoup à la polyvalence, à mon parcours. En fait, c'est-à-dire que j'ai touché à tout à l'UNSS. J'aimais courir et en fait, je crois que je suis une combattante aussi. En fait, j'aime le combat, c'est quelque chose qui fait un peu partie de moi. Et en fait, ce sport-là me permettait d'avoir ben, ce côté collectif, ce côté course, ce côté combat. Enfin, il y avait tout, quoi. Jouer au pied, j'ai à la main. Cela va sans dire que jouer au pied, c'est pas ma spécialité, mais ça m'est arrivé d'y jouer un peu, notamment en sportif. Mais, On peut pas tout savoir faire. Il y a des voilà. choses, voilà, il vaut mieux les laisser aux autres. Mais voilà, je pense que c'est ce côté-là très complet du jeu qui m'a tout de suite accroché aussi. Tu vas être très rapidement repéré, puisqu'à 19 ans seulement, tu vas intégrer une première fois l'équipe de France à 7 en l'occurrence. Euh, Tu as le sentiment que les choses vont un peu vite ou c'est finalement assez logique vu que tu es une bonne joueuse et que tu as des qualités rares? Bon, ben voilà, tu arrives en équipe de France. Bah alors franchement, j'y réfléchis pas. Je pense qu'effectivement, c'était très rapide, mais de la période, il y avait très peu de licenciés aussi. Donc je pense que pour se faire repérer, c'était quand même plus facile Mm. qu'actuellement où il y a beaucoup de structuration. Les jeunes potentiels sont repérés beaucoup plus tôt. Donc effectivement, je pense que c'était rapide euh, parce que au final, j'étais pas une joueuse exceptionnelle dans le sens où j'avais beaucoup de choses à apprendre techniquement, en tous les cas. Après, effectivement, ce qui m'a attiré un peu du lot, c'est le côté ben, physique. Effectivement, je courais vite. J'ai quand même beaucoup d'endurance et j'aime le combat. Donc, même si j'avais plein de choses à apprendre, j'avais quand même des bases assez solides pour essayer de faire quelque chose derrière, quoi. Vont suivre évidemment des sélections à 7 puis à 15 des titres, des médailles. Je veux pas éluder, mais ça, t'en as déjà parlé un peu partout. On peut le faire, on peut revenir sur ta fiche Wikipédia. Je crois quand même qu'il y a des choses que j'espère pouvoir évoquer avec toi qu'on n'a jamais fait avec Camille Grassino. Notamment sur l'image que tu renvoies et celle que tu as de toi-même. Si tu es OK, on peut déjà parler un peu du fait que tu es une référence mondiale aujourd'hui dans le rugby à 7. Ça paraît prétentieux de le dire comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Quelques actions d'ailleurs vont forcer le respect et l'admiration, comme ce retour sur Stacey Waka après une course de 50 mètres où tu plonges dans ses jambes à 3 mètres de l'embut et tu lui fais dégueuler le ballon. Euh, Est-ce que ces images-là, déjà tu les regardes et qu'est-ce que ça évoque chez toi? Alors, je les regarde pas. Euh, Il y a une période où j'avais eu besoin de beaucoup de visualisation, où je faisais ce genre de choses. Maintenant, je le fais moins. Mais effectivement, ce type d'action-là, en fait, ça me correspond en tant que personne dans la vie. Je suis une battante et c'est vrai que ma force sur le terrain, c'est de ne jamais lâcher. Et c'est un peu ma philosophie, c'est-à-dire qu'en fait, à 7, il y a tellement de temps de jeu effectif, il y a tellement d'actions qu'en fait, des erreurs, il va y en avoir. Par contre, ben, en fait, comment je vais me rattraper derrière? Et au final, c'est ce qui fait ma force, je pense, et ce qui fait ben, que je tiens aussi longtemps aussi dans ma carrière. Je pense que c'est ce côté-là, force de caractère. Tu l'as dit, une de tes forces, peut-être même ta plus grande force, c'est le fait de jamais rien lâcher. Ça vient d'où ce truc de jamais renoncer? Franchement, je sais pas, mais je me demande s'il n'y a pas un petit truc de famille quand même. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Je sais que mon frère était quand même sur le terrain, il lâchait rien. Mon père, c'est pareil. Enfin, je pense qu'on a la tête un peu dure dans la famille globalement. Et je pense que les chiens font pas des chats. Donc voilà, ma mère est très dure au mal aussi. Enfin, je pense que globalement, on est quand même dans le même moule dans la famille, quoi. Il y a cette détermination sans faille, et puis il y a aussi ta condition physique qui est une des meilleures de France 7 de la vie de toutes les joueuses à qui j'ai pu en parler.
Euh, c- cette association entre cette énorme détermination et ces qualités physiques naturelles que tu as beaucoup travaillé vont te faire hériter d'un surnom, Gracinator. Je crois que tu kiffais pas trop au début ton surnom. C'est pas, je kiffais pas. Enfin, juste le fait d'avoir un surnom, je trouve que c'est quand même une preuve quand même de reconnaissance. Donc voilà, je trouve ça plutôt chouette. Après, je suis quelqu'un d'assez. J'ai pas envie de me vanter ou quoi, donc ce genre de surnom, je trouve ça hyper chouette. Et en même temps, ben, le fait de l'accepter, c'était en gros, ben, c'est accepter ce rôle-là aussi. Et au Mm. final, enfin, c'est une grosse reconnaissance. Et si, hein, au final, c'était chouette, quoi. Comme surnom qui s'est un peu perdu, ça, c'était au moment de Rio, ce surnom-là, effectivement. Euh, mais, euh, mais oui, c'était une forme de reconnaissance, je pense. Tu évoques Rio, ça nous permet aussi de basculer sur l'aspect olympique de ta carrière, qui est quand même une grande page. Rio, ça reste une expérience, tu en as déjà parlé, de te retrouver au village olympique avec Djokovic ou Teddy Riner. Est-ce qu'avec les années, tu as mieux digéré, entre guillemets, cette folie olympique à tes débuts en tout cas? Enfin, la Et première fois que tu étais bien, confronté. ouais, c'est assez surprenant, mais j'ai jamais été trop envahie par ce côté-là. Waouh, c'est monstrueux. J'avais conscience d'eux, mais je pense que dans ma tête, c'était tellement objectif faire une performance qu'en fait, j'arrivais à compartimenter beaucoup tout ça, en fait. Donc oui, c'était chouette euh, de découvrir ça, très clairement. Euh, mais à la fois, je pense que le rugby à 7, on est quand même préparé à ce genre d'événement dans le sens où c'est des circuits mondiaux. Voilà, on va à droite, à gauche dans des stades qui sont quand même, qui peuvent être pleins avec du monde. Donc, on est quand même habitué à ça, mais effectivement, c'est le côté, je rencontre d'autres sportifs, des gens qu'on voit à la télé, qui est super chouette. Mais je pense que je me suis jamais laissée submerger par ça. Je Tu as pense que réussi. j'en ai profité sans me laisser submerger en tous les cas à ces moments-là. Parce que c'est souvent ce que les participants aux Jeux Olympiques, il se trouve que moi je ne l'ai pas fait, mais racontent, c'est que c'est difficile de rester dans ta bulle Mm, mm. alors qu'il y a un côté un peu Disneyland autour de toi quand même. Ouais. C'est-à-dire que dès que tu tournes la tête, tu vois une méga star, il y a Mm, mm. beaucoup d'effervescence, beaucoup de gens aussi. Euh, Ouais. Est-ce que toi, ça a été un... Enfin, vu comment tu le racontes, j'ai pas l'impression que ce soit un problème en fait. Non, pas du tout, ça l'a pas été parce que je pense que mentalement j'étais assez préparée à ça. Je sais pas si c'est lié au set et déjà à l'ambiance qu'on est. L'effervescence, on connaît quand même, tu vois, Dubaï, tout ça, il y a quand même quelque Mm. chose de particulier. Et je pense aussi que Rio, par exemple, je savais que la plupart, on est resté en fait après les Jeux, donc je savais que j'allais avoir l'opportunité de profiter après en fait. Et comme on était l'un des sports qui démarrait quand même suffisamment tôt par rapport à la programmation des JO, ben, je me suis dit ben, d'abord la compète et après tu profites. Donc je pense qu'il y a eu cette chance-là aussi. C'est-à-dire que dans ma tête, voilà, c'est d'abord la compète, faire une perf et après tu profites. Ces Jeux Olympiques vont pas forcément se passer à merveille, mais tu vas avoir l'opportunité, 4 ans plus tard, de cette fois réaliser un parcours avec l'équipe de France exceptionnel. Faut dire que vous étiez une génération, et vous êtes encore une génération qui a réussi à péter ce plafond de verre, hein, notamment lors de la Coupe du Monde de rugby à 7 2018. Cette saison, cet enchaînement 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, vous vous mettez à battre tout le monde. Euh, Quel souvenir tu gardes de cette génération? Et avant d'évoquer les Jeux Olympiques, comment t'expliques le fait que cette équipe, elle te ressemble énormément en fait? Les acharnés, les enragés, les filles qui lâchent rien. Euh, c'est ça votre dénominateur commun avec cette équipe de France? Alors, je pense que ça, c'était vraiment la génération Rio, effectivement, les acharnés, les enragés. Je pense que, en fait, on s'est construite là-dedans parce que on arrivait. En fait, il fallait très rapidement performer. Et en fait, on a eu les premiers contrats en 2014 en sachant que les Jeux étaient en 2016. Donc, en fait, on a bourriné pour essayer de rattraper le retard rugbystique parce qu'on avait un retard qui était monstrueux. Le fait de ne pas être qualifié dans le World Series, en fait, à partir du moment où on a commencé à se qualifier en World Series, on a commencé à avoir des contrats et à pouvoir s'entraîner. On avait les moyens de s'entraîner très fort et très dur
pour essayer de combler ce retard-là, en fait. Donc, je pense que tout est parti avec ça. Donc, effectivement, on s'est forgé cette identité aussi parce que de par la structuration en fait, du projet, déjà, et je pense qu'en plus, il y avait de sacrées personnalités qui avaient déjà ce type de caractère. On avait énormément de combattantes dans cette équipe-là aussi. Et donc, au fur et à mesure, effectivement, euh, voilà, Rio, on ne fait pas le résultat escompté. Mais après, au fur et à mesure, en fait, il y a un mix de générations qui commence à arriver. Donc, je pense qu'on perd cette identité un petit peu d'enragé en tous les cas. Euh, Elle est toujours un peu présente, mais je pense que c'est plus l'identité principale de cette équipe. Euh, et au final, le mix des générations a fait que ça a commencé à nous faire passer un step aussi, avec des jeunes, avec des filles qui ont des côtés très athlétiques aussi. En fait, on manquait à ce moment-là de multitude de finisseuses, on va dire, c'est-à-dire des filles qui puissent sur un match terminer. Et donc là, on arrive avec une génération avec des filles comme ça qui arrivent avec ce type de profil et qui se mixent avec cette équipe-là d'enragés, etc. Donc, est-ce que c'est cette potion qui a fait que ça a fonctionné et que ça a commencé à, en plus du nombre, enfin, de l'expérience tout simplement de l'équipe aussi sur le circuit, etc. Donc je pense que c'est ce mix-là de génération, mais aussi de l'expérience globale qui a été accumulée par l'équipe tout au long des saisons, qui fait qu'au final, on a réussi à accrocher le haut du tableau très régulièrement et de plus en plus régulièrement. De faire partie des 3 ou 4 meilleures équipes du monde. Ça va se vérifier 2 ans après les Jeux Olympiques avec cette Coupe du Monde pardon, de rugby à 7, où vous allez terminer sur la deuxième marche. Une performance, il faut le dire, assez inattendue, en tout cas aux yeux du grand public, même si on sentait qu'il y avait quelque chose qui naissait dans cette formation française. Mais entre le format, les adversaires et le parcours, cette médaille d'argent, tu sens que c'est un cap franchi dans ta carrière et dans la vôtre, globalement, en termes d'équipe, ou c'est juste une étape? Mais je ne sais pas si c'est un cap, en fait, cette Coupe du Monde. En tous les cas, ça a été un déclic dans le sens, oui, on peut le faire, mais il y avait encore ce truc-là de c'est sur un one-shot, quoi. Hmm. En fait, toute la saison d'avant, ouais, on sent qu'on est proche, mais en fait, on n'arrive pas à passer ce cap-là, justement, de faire un gros résultat sur un World Series, qui au final arrive à cette Coupe du Monde. Donc, trop, trop cool, mais en fait, toujours avec cette idée de, OK, on l'a fait, mais en fait, maintenant, faut réitérer ça. Parce qu'en fait, on a les capacités, on a les ressources maintenant pour le faire. Cette régularité qui est peut-être un peu plus compliquée à obtenir, surtout quand on est français, entre guillemets, puisque le rugby français, c'est toujours illustré par merveilleux coups d'éclat, mais a toujours Ouais. un peu plus peiné à durer, parce que peut-être qu'on a un rugby plus usant que celui des autres, une structuration un peu différente. Se profile assez rapidement le cycle olympique, les JO de Tokyo qui arrivent, décalés d'1 an à cause du Covid. On ne va pas revenir sur les conditions sanitaires dans lesquelles vous avez dû parfois travailler. Ces jeux vont heureusement avoir lieu et votre premier match, c'est une galère. Vous vous retrouvez face à des Fidjiennes survoltées et terriblement pénibles. Vous allez remporter ce match 12-5, mais est-ce que vous vous dites que les jeux, ça va peut-être être un peu plus dur que prévu parce que les Fidjiennes jusqu'à maintenant n'avaient pas été dans le Gotha mondial, hein, et puis là, elles vous emmerdent, quoi. Donc, est-ce que tu t'es dit, ah, peut-être les jeux, ça va être un peu plus compliqué que prévu? Ben, c'est vrai qu'elles ont été hyper surprenantes. Et moi, juste une anecdote, je me rappelle, parce que nous, voilà, les Fidjiennes, pour nous, ça a toujours été compliqué à jouer parce que c'est une équipe qui est inattendue, en fait. Ça peut faire des très belles choses comme des trucs vraiment catastrophes. Donc, il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est surtout une équipe qui fait un peu relax, pas très sérieuse, etc. Et là, on arrive au stade. Elles étaient déjà en train de faire l'éveil sur le terrain. Et nous, on était souvent à l'époque très en amont, on était pratiquement tout le temps les premières, etc. Et donc là, dans ma tête, je me suis dit, ok, bon, ça, je m'attendais pas trop à voir ça des Fidjiennes. Et là, ça n'a pas loupé, quoi. Le match a été mais, accroché du début à la fin. Après, globalement, on se dit jamais. Enfin, en fait, il n'y a pas de match facile à 7 quoi. Mm. Donc, je me suis jamais dit, les jeux, ça va être facile, quoi. Ça, c'est clair que non. Mais effectivement, au moins, ça nous a mis dans le tempo d'entrée de rencontrer cette équipe. Et très franchement, si on avait dû les re-rencontrer plus tard, je pense que ça aurait été très complexe, notamment pour la place de 3-4, parce que c'est elles qui ont fini troisième
en gagnant contre la Grande-Bretagne. C'est un match que j'aurais pas aimé jouer contre elles. Donc, ouais, clairement, elles sont arrivées, elles ont surpris tout le monde. Euh, avec voilà une équipe et surtout ouais, elles sont arrivées avec des intentions très fermes quoi. Donc Votre parcours par la suite va quand même vous laisser un peu plus d'oxygène, une victoire très convaincante face au Brésil, puis une victoire référence face au Canada, 33-0, une très belle équipe canadienne qui est balayée. Euh, la suite, la Chine en quart de finale, une demi-finale accrochée face à la Grande-Bretagne et une finale où vous allez buter sur ce qui se fait de mieux au monde et sur, on peut le dire, une équipe un peu bête noire pour le set français qui est la Nouvelle-Zélande. Au terme de cette aventure incroyable de ces Jeux Olympiques de Tokyo, tu es médaillé d'argent. Est-ce que tu réalises ce qui se passe au moment où tu décroches la médaille? je réalise pas puis même encore maintenant c'est un peu j'ai pas l'impression que ce soit réel en fait. Le souvenir que j'en garde c'est que moi franchement ça a été une de mes plus grandes fiertés au final c'est que en fait j'ai été blessée 2 mois avant les Jeux et en fait j'ai serré les fesses jusqu'à en arrivant au Japon je n'arrivais toujours pas à sprinter. Donc en fait, vraiment, le groupe m'a fait confiance. Et dans ma tête, je me suis dit, ben, en fait, j'arrivais, j'étais pas préparée de manière optimale. Et ça a été vraiment un gros défi pour moi qui, de base, moi, je me suis construite beaucoup sur beaucoup de travail, etc., pour me mettre en confiance. Et là, j'ai pas eu l'opportunité de faire ça. Il fallait quand même que j'assure. Et en fait, là, j'avais réussi à le faire. Et je pense que ben, ça, déjà, ben, ça reste un souvenir de dingue. Je pense que l'équipe était tellement prête. On avait tellement enfin, l'équipe était très équilibrée au niveau des profils, au niveau de tout ça. Le banc, dès qu'il rentrait, il y avait, elles apportaient, enfin, vraiment, c'était une compétition très équilibrée et on a fait ce qu'on devait faire, en fait, au niveau qu'on avait à ce moment-là. Et ça, c'était super chouette. Après, effectivement, c'est des conditions très particulières. Après, on était préparé à ça. C'est vrai que là, enfin, je vais raconter un peu parce que c'est drôle de raconter. On est arrivé 2 semaines avant la compétition. En fait, on était ben, complètement en quarantaine. Donc, on était à un étage d'un hôtel qui était complètement donc privatisé pour nous. On avait un étage, donc nos chambres. Le matin, on se réveillait. Le premier truc, c'est on passait devant une caméra qui nous prenait la température. On montait en haut, poum, c'était test salivaire tous les matins. Voir si on avait Covid ou non. Et après, à l'étage, il y avait toute notre salle de vie avec là où on mangeait, etc. La vidéo. Quand on partait au terrain, on était escorté par la police pour voir si on allait bien, et si on allait bien au bon endroit et qu'on revenait. Donc vraiment, tout était très carré. Vraiment, on a été bah, dans une bulle, en fait, réellement, pendant 2 semaines jusqu'à ces Jeux-là. Donc c'était très, très particulier. Et ce stade qui était énorme et qui était vide, qui était ouais, affreusement vide, mais au final, on savait. On était tellement contents déjà qu'il y ait les Jeux, comme tu l'as dit, c'était pas une certitude de base que ce soit reporté. Et donc, non, non, très, très envie de performer en tous les cas. Question là encore d'une banalité confondante, mais est-ce qu'il y a eu un avant et un après médaille dans ta vie de tous les jours? Non, clairement pas. Non, non, ça a pas changé radicalement ma vie, on va dire. Donc, non, non, ça reste un point très important dans ma carrière, forcément. Mais non, pas de gros. Voilà, je suis pas milliardaire, je suis pas. Quoi? Quoi, le Ouais, rugby féminin, désolée. ça rend pas riche. Non, non, je suis désolée. Non, par contre, il y a peut-être quelque chose qui a changé, c'est le regard des autres. Parce que d'un coup, tu reviens avec un statut, médaillé olympique. Tu peux partager ce bonheur avec d'autres. Je sais que tu te rends dans des écoles, notamment pour montrer ta médaille et expliquer un peu ce que c'est l'olympisme. Ça te fait du bien de te nourrir de ce genre de choses? Bah, je trouve ça chouette de pouvoir le partager. Moi, je trouve qu'une médaille, c'est quelque chose qui se partage. Parce que mine de rien, c'est quand même c'est quand même beaucoup de bonheur. C'est quand même aussi une certaine atteinte d'un objectif. Donc, c'est montrer aux autres que, ben ouais, en fait, tout est, avec du travail, tout est possible, tout est réalisable. C'est un peu bateau, mais en fait, la réalité de cette médaille, c'est ça. En fait, ça, c'est l'objet d'années de travail pour y arriver, en fait. Et là, en plus, ça, c'est des choses que, voilà, en fait, les JO qu'on a su qu'ils étaient annulés, on avait déjà fait les 2 tiers d'une préparation olympique. Et la saison d'après, on se retape une saison olympique pour en arriver là. Donc, ça, On c'est est- ce qu'on dit pas, mais en fait, c'est des choses
sur une longueur de carrière, c'est usant en fait, parce qu'une année de préparation olympique, c'est quand même, l'intensité est quand même différente au niveau des entraînements, parce qu'au niveau de la planification, etc. Donc même si on a eu beaucoup moins de tournois sur l'année où forcément il y avait le Covid, on a très peu matché, mais en fait, la prépa, on se l'est quand même tapé, quoi. Hmm. Donc, en fait, la médaille, c'est juste une représentation de tout ce qui a été fait avant. Donc, ça, c'est plutôt chouette de pouvoir l'expliquer et de pouvoir échanger là-dessus. Et encore plus avec des enfants qui ont des questions très Ouais, oui, souvent ouais, meilleur que les miennes. scientifiques. Ouais, non, pas du tout. Ah, moi, je trouve que les questions des gosses, elles sont géniales. Ah ouais, C'est... c'est droit au but, quoi. Et puis des fois, ils te posent des questions complètement farfelues sur est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il fait beau au Japon? Oui, enfin ça dépend des fois et tout. Et puis des fois, ils ont une justesse, une lecture de la situation vraiment désarmante. Je trouve ça formidable de... J'ai eu la chance d'être un peu éducateur. J'ai fait ça pendant 5 6 ans dans des écoles de rugby. Je trouve que les gamins, ils ont une manière vachement simple et belle de voir la vie. Je trouve ça plutôt Ouais. cool. En Ouais, fait, c'est simple, il n'y a pas de filtre. C'est ouais, comme ça. exactement. Ils vont dire ce qui se passe dans leur tête, quoi. Oui, toi, t'as appris que ça pouvait parfois avoir des conséquences fâcheuses de dire tout ce que tu penses. Donc bon, faut faire Non, un on peu fait gaffe, quoi. attention. Je sais que tu participes à des actions de sensibilisation écologique, sociale, on l'a dit, en travaillant dans des écoles. Tu as aussi participé à des films qui dénoncent les inégalités hommes-femmes à travers des jolis films, d'ailleurs. Est-ce que cet aspect de rôle modèle, tu le prends à cœur ou c'est juste de manière ponctuelle en disant, bon, je peux utiliser ma notoriété pour faire des belles choses? Bah ouais, je pense que c'est plus bah, l'envie de. Il y a des choses qui sont importantes pour moi et je pense que ben, le fait d'avoir grandi en campagne, c'est vrai que l'environnement, c'est quelque chose qui est important et à la fois, c'est hyper paradoxal parce qu'en fait, je fais un sport Ouais, vous qui au bougez en final avion fait tout le temps. qu'on voyage énormément. Donc en fait, c'est toujours. Tu as envie de faire quelque chose et au final, tu sais que ça a des conséquences et qu'au final, tu peux pas aller au. Enfin, si tu peux, mais en fait, tout est question de choix, quoi. En fait. Hmm. Et en fait, c'est toujours un paradoxe parce que oui, ben, l'environnement, c'est important, c'est quelque chose qui me parle, il y a plein de choses qui me scandalisent et en même temps, je fais partie de ce système-là. Et en fait, c'est comment se positionner pour essayer quand même de véhiculer un message et Ouais. qui est important pour tout le monde, je pense, quoi. Et sans tomber dans l'hypocrisie de dénoncer en disant, bon, ben moi, je vais prendre un jet privé, mais par contre, faites En attention fait, quand, c'est quand ça, vous c'est prenez qu'en votre fait, douche. ouais, il y a des choses qui me touchent, mais en même temps, je fais partie d'un truc qui détruit aussi au final. Donc, tu vois, t'as toujours ce positionnement où bah ouais, ouais, c'est quelque chose qui me parle, mais en fait, j'ai tellement envie de finir ma passion et, et que voilà, t'es un peu entre deux tout le temps sur ce genre de choses. Et oui, après, bah, je trouve ça chouette de. Là, tu parles du film, c'est vrai que ça, l'opportunité arrivait juste après les Jeux. C'est un court métrage et c'est vrai que c'était une super expérience. J'ai toujours été un peu attirée par ce monde-là et ça, là j'ai eu l'opportunité. En plus, le film tournait autour du rugby, donc c'était vraiment l'équipe était géniale. Enfin, c'était une super expérience. Vraiment, c'était vraiment cool. Ton retour des jeux, c'est aussi donc ce film, mais c'est aussi une reconnaissance étatique, puisque tu vas obtenir, comme tous les médaillés olympiques, une reconnaissance chevalier de l'ordre du mérite. Non, chevalier, pardon, je dis n'importe quoi, tu as... C'est quoi déjà? C'est la médaille du mérite, c'est ça. Voilà, la médaille du mérite. Ouais. Je crois que j'ai lu quelque part, je peux pas te dire où, que à ce moment-là, tu avais pensé à ton papy, parce que Oui. il était résistant et avait pas forcément eu les médailles à En ce fait, moment. enfin, c'est hyper chouette d'avoir ça, etc. Mais effectivement, je me suis posé la question de est-ce qu'on méritait ce type d'honneur dans le sens où bah, j'ai pas risqué ma vie en fait. Et ouais, c'est chouette parce qu'on représente notre pays et enfin, on fait tout pour représenter au mieux notre nation. Mais effectivement, je me suis posé cette question, ouais. Parce que ben, je sais que ma grand-mère, donc mon grand-père, s'en foutait des médailles, mais comme pas possible. Et c'est vrai que ma grand-mère faisait des demandes de médailles pour mon grand-père parce qu'il a eu une sacrée vie, oui, effectivement, dans la résistance. Et que limite, des fois, fallait payer quoi, pour avoir des médailles alors que mon grand-père s'est battu et a pris des balles, etc. pour la France, quoi. Donc effectivement, ouais, il y a ce genre
de questionnements qui arrivent. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas profité de l'instant et que c'était super chouette, mais il y a ce type de questionnement ouais, derrière. Ouais, bien sûr, et puis c'est légitime. Mm, Après, c'est une récompense qui se veut à la fois militaire et civile, donc quelque part, c'est mm, un mm, peu comme sur le fronton du Panthéon aux grands hommes avec un H majuscule, la patrie reconnaissante. mm, Bon, il y a quand même un côté mérité même si je comprends la légitimité qu'il y a derrière peut poser question. Euh, D'ailleurs, m'évoque une autre question qui n'a peut-être rien à voir, mais je trouve qu'il y a un décalage assez criant entre la femme que tu es dans la vie, souriante, pétillante, réfléchie, et celle qui était sur le terrain où là, vraiment, tu te transformes, quoi. Tu deviens Un gremlins! une bête sauvage. Non, mais j'ai vraiment l'impression que tu poses le cerveau et ça y est, c'est le côté animal qui s'exprime avec ce côté détermination et même Mais pas ton réfléchi visage. du coup, c'est ce que tu insinues, parce que tu as dit que j'étais réfléchie dans la vie. Ouais, mais j'ai le sentiment, peut-être à tort, hein, mais que sur le terrain, même ton visage change. Mm, mm. T'en as conscience de cette dualité, de ces deux Ouais, Camille qui clairement. cohabitent? Ouais. Mais je pense qu'il n'y en a pas que deux, Camille. C'est ça le problème. Mais oui, oui, clairement. Après, je pense que le rugby, enfin, tout sport de combat, en plus, je pense, exagère encore plus ces différentes facettes de nous. Et oui, effectivement, oui, je suis très différente sur le terrain et dans la vie parce que je suis quelqu'un. Les gens ne me perçoivent pas comme ça, mais je suis quelqu'un d'assez posé au final, effectivement, dans la vie. Et alors que je suis sur le terrain, je suis hyper active, je suis hyper assez énervée, oui, clairement. Mais c'est comme ça, je pense que j'ai en moi de toute façon ces différentes facettes, donc ça me permet juste de pouvoir le sortir d'une manière. Le sport, en fait, ça me permet de sortir des choses qui sont pas bonnes, mais dans des règles, dans des. Enfin, pas bonnes, tu vois, mais tu vois, de la colère, Oui, des choses. etc. Et puis Mais des dans choses des qui, règles. et puis des choses qui, en dehors du terrain, seraient hyper mal perçues. Tu peux Ouais, pas ouais, hurler ou t'énerver, alors que c'est sur le ça. terrain, tu peux te le permettre parce Ouais. qu'il y a un cadre qui te le permet, justement. Mhm. Euh, Exactement. Et tu euh, vois, j'ai un peu ce côté-là où je ne comprends pas, par exemple, les gens qui sur un terrain vont faire un mauvais coup, euh, hum. dans le sens où pour moi, je me dis, on est dans un sport où on peut régler les comptes dans les règles, en fait. Donc, je me vois pas mettre intentionnellement une fourchette à quelqu'un, ou tu vois, juste, bah, je vais lui mettre un gros plaquage ou un gros contre-règle, je vais lui montrer que voilà, mais du coup, bah, effectivement, pour moi, c'est un terrain de jeu qui permet ce genre de règlement aussi. Vu ton caractère et ton physique, je pense que j'aurais détesté jouer contre toi. Vraiment, ça aurait été une torture. Ah non, mais tu sais, le côté hargneux, pénible au bon sens du terme, je pense que je leur ai pété les plombs. Ah, ça aurait été Donc, affreux. attends, t'étais quel type de joueur, du coup, parce que ça m'intéresse. Moi, j'étais une sorte de Peato Movaca sans le talent, tu vois. C'est-à-dire, j'étais talonneur, je faisais des chisteras et des cadrages débordements, mais ouais, à deux à l'heure, quoi, tu vois. C'était plus ce joueur-là, quoi. Avec un IMC scandaleux, 60 minutes d'autonomie, mais bien, voilà, sans plus. Bien sans plus. Euh, on se connaît pas très bien, Camille. Donc, si je fais le psy de comptoir, tu peux me dire d'aller me faire foutre, y a pas de problème. Mais je crois que j'ai pris conscience d'un truc quand je t'ai vu aux Jeux Olympiques de Paris. Parce que j'ai eu la chance d'être dans le stade le deuxième jour où vous allez à la conquête de la cinquième place, malheureusement. Mais il s'est passé un truc à la fin de ce match. Je pense que tu as fait le tour d'honneur le plus long de l'histoire. Je pense que tous les gamins d'Île-de-France ont eu une photo de toi à un moment, parce que tu as consacré du temps à tous les gens. Vraiment, tu as mis peut-être 1 heure à faire le tour du stade. Et j'ai trouvé ça incroyable et ça m'a fait prendre conscience d'un truc. J'ai l'impression que tu fais ça pour les autres. Que tu es autant joueuse pour toi que pour offrir aux autres des moments. Est-ce que ce truc-là, tu le sais ou c'est instinctif? Je crois que j'ai jamais conscientisé ça, mais c'est vrai que quand on a perdu, etc., en fait, le dernier jour, en fait, on se l'est dit, en fait, on n'a pas le droit de lâcher. Les gens, ils sont là pour nous. Les gens, ils se sont déplacés. Il y a ce côté-là, effectivement, le sport, il est chouette aussi parce qu'on partage tout ça, en fait. Et,
Et pour moi, si c'est une fête, le sport, c'est aussi parce qu'il y a les gens autour qui sont là et qui créent en fait cette espèce d'ambiance. Et toi qui étais au stade, je pense que tu as dû le voir, c'était très particulier. Moi, franchement, j'ai jamais ressenti ça. Et même là, quand j'en parle, ça me met des frissons et j'ai l'impression que c'était pas réel parce que c'était dingue. Et après chaque match, juste, je levais la tête et je me disais profite parce que c'est complètement dingue. Et je savais que je dirais que ça, c'était pas réel. Sauf qu'en fait, c'était vraiment réel. Et en fait, tout ce qui arrive, c'est pas lié qu'aux joueurs non plus. C'est au fait qu'il y ait des gens qui soient là, qui supportent, qui partagent. Et en fait, c'est tous ces trucs, c'est toutes ces énergies confondues qui fait qu'en fait, ça crée quelque chose d'énorme. Et cet événement était quelque chose d'énorme qui a été organisé d'une manière exceptionnelle. Franchement, le Stade de France, j'ai jamais vécu une compétition comme ça. Même à la fin du match, les joueuses en face, il y a une américaine, donc Kelter, qui me voir, qui m'a dit merci pour en gros l'événement, c'est énorme. Enfin, comme si moi j'avais quelque chose dans l'organisation, tu Oui, vois. oui, merci, non, pas de problème. C'était Ouais, cool. ouais, vous revenez quand vous voulez. Donc, déjà, c'était vraiment, je pense que tout le monde l'a ressenti, cette effervescence. Et oui, je pense que ça fait partie de, en fait, on a la chance de faire ce qu'on fait, de pouvoir en vivre. Et pour moi, la moindre des choses, c'est de prendre du temps ouais, pour les gens qui nous supportent et au final sont là et qui fait que notre sport existe aussi, quoi. Et qui persiste surtout, et encore plus dans des événements comme ça où il y a 80 000 personnes. Enfin, c'était complètement dingue, vraiment. Et puis, je pense pas forcément que tu aies assisté à la finale. Je sais pas si tu as eu les... l'envie de la regarder, mais il s'est passé un truc assez drôle pendant les hymnes. J'avais jamais vu ça. D'habitude, on voit de la grande concentration, parfois de l'émotion qui submerge un peu les joueurs et les joueuses et tout. Et là, les Canadiennes, elles étaient juste heureuses d'être là et elles ont kiffé leur moment ensemble. Mais je pense que c'est aussi grâce à cet écrin qu'est le Stade de France et qui a porté un peu leur amour sur le Canada parce que, bah, mine de rien, c'est un peu nos cousins. Donc, voilà, ça a été un moment en plus de ce tour d'honneur interminable qui m'a beaucoup ému. Voilà, c'était un quart d'heure émotion. Euh, une personne bien informée m'a dit que, bon, t'es une nana normale, vraiment, t'es une fille normale, mais la vie se donnait aussi comme mission de te rappeler sans cesse que t'étais pas parfaite, parce que chaque fois que tu organises quelque chose, il y a une petite couille, c'est ce qu'on m'a raconté. C'est vrai ou... Ouais, mais aussi que tu as tes sources, hein. Moi, je vais te demander parce que là, On peut pas les révéler, même sous la torture. Non, ouais. c'est le genre, tu réserves un restaurant, t'arrives, le resto est fermé, des trucs comme ça, quoi. Ouais, exactement. Mais alors, puis il y a des périodes, c'est encore pire que d'autres. Et du coup, j'ai cette appréhension d'organiser des choses. Très souvent, j'en ai très envie d'organiser des choses, etc. Mais je sais qu'il va y avoir quelque chose et qu'en fait, comme j'ai envie que les choses soient bien, etc., ça va m'énerver et en fait, le moment va être pas celui que j'attendais, en tous les cas. Donc, ouais, je suis un peu une contrôlante aussi, je crois. Mais oui, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Donc, ben, souvent, je laisse s'organiser les autres et puis je me greffe et j'essaye par contre d'être dynamique dans ah ouais, mais trop chaud, je viens et voilà, et apporter mon truc. Mais ouais, effectivement, il faut pas trop me laisser l'organisation de quelque chose, quoi. Il y a une question que ma femme, qui est une championne pour ne pas la citer, euh, met souvent sur la table parce qu'elle me saoule en fait, elle se rend pas compte de ce qu'elle a accompli, quoi, tu vois, et elle n'a pas conscience de sa valeur. Et ça m'a permis de mettre le doigt, en tout cas pas moi, mais globalement de prendre conscience avec elle qu'il y a un syndrome qui est très répandu chez les sportifs, qui est celui de l'imposteur. Celui de, en fait, ce qui m'arrive, bah, c'est chouette, mais quelque part, je ne le mérite pas tant que ça. Oui, c'est du travail, mais bon, j'ai aussi un peu de chance. Et puis, tu mets souvent en avant ce que tu sais pas faire plutôt que ce que tu sais faire. Est-ce que ce syndrome-là de l'imposteur avec un E, tu l'as aussi? Non, pas du tout. Moi, si, d'accord. Oui, si, complètement. Si, je l'ai complètement. Alors après, je pense qu'il y a un côté très valeur aussi. Et j'ai beaucoup d'humilité, etc. Mais je pense que c'est lié à la manière dont j'ai été élevée aussi. Et oui, je pense qu'il y a clairement ce syndrome-là de l'imposteur. Mais voilà, je trouve qu'il y a des bons côtés aussi à ce syndrome-là, tout comme il y en a des très mauvais aussi, parce que comme tu dis, on a tendance à dévaloriser un petit peu tout le travail qu'on a accompli. Mais encore une fois, j'ai du mal à appeler ça du travail. Comme je dis, quand je vais m'entraîner, je vais pas au travail en fait. J'ai la chance de pouvoir faire quelque chose
qui me fait jouer, qui est assez ludique et qui, voilà. Mais après, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a tendance à dévaloriser un peu tout le travail qu'il y a autour. Mais voilà, je m'estime très chanceuse en tous les cas, ça c'est clair. Oui, c'est la dernière question de cette interview. C'est une question traditionnelle que je pose à tous mes invités. Quand on fait un bilan de ta carrière qui n'est pas encore terminé, tu as remporté 2 grands chelems, tu as fini troisième, tu as participé à 2 Coupes du Monde de rugby et tu as fini 2 fois troisième. Tu es médaillé d'argent aux Jeux Olympiques, tu as terminé deuxième là aussi de la Coupe du Monde de rugby à 7. Tu as été reconnu par tes pairs et tes consoeurs comme la meilleure joueuse française en 2021 à 7 et à 15. Tu es une référence aujourd'hui du monde du rugby à 7. Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli? Je crois que oui, je crois que je suis fière. Et je pense que ce qui me rend encore plus fière, c'est d'avoir su subsister à toutes les étapes de l'évolution du rugby à 7. Euh, Au début, où on prenait des branlées, où c'était dur, où voilà, on ramassait tout le temps, mais c'était comme ça, on était quand même content d'être là, à un début de structuration, à des résultats, et ça, c'est vrai que c'est quand même une preuve je pense, de travail et d'envie. Et ça, c'est quelque chose dont je suis fière, ouais, de m'être accrochée toutes ces années. Plus ta longévité que les performances quelque part, Ouais, bon, les performances sont forcément là, mais je peux pas me les attribuer parce que c'est tout ça, c'est quand même du travail collectif. collectif, clairement. Après, ce qui est sûr, c'est que voilà, moi, j'ai eu un gros travail individuel pour apporter au collectif, mais voilà, il y a toujours une part d'individu et de collectif dans notre sport, et c'est ça qui est super chouette aussi. Voilà, c'était Rugby Brut avec Camille Grassino. Vous l'avez compris, la vie de sportif et de sportif de haut niveau, ça ressemble souvent plus à un travail d'équilibriste. À 34 ans, Camille entame la dernière ligne droite de sa carrière. Alors j'espère qu'on arrivera à kiffer chacune de ses sorties, et puis surtout qu'elle saura éviter les blessures, ce qui est jamais facile quand on joue depuis aussi longtemps et avec tellement d'envie. Vous l'avez compris aussi, Legendary Plays et Rugby Brut, c'est chaque semaine, et si le concept ça vous botte, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une bonne note sur les plateformes. J'ai jamais été trop attaché aux notes depuis que je suis tout petit, mais franchement ça aide pour le référencement. Alors merci de votre écoute, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Rugby Brut.